Maurice Signolet, vous êtes ancien commissaire divisionnaire de police. Alors on s'était rencontrés l'année dernière, on avait fait une interview ensemble et on avait participé à une de manifestations dans le cadre de votre association La France aime la police. Donc là aussi, je pense que aime sa police, aime sa police. Tout est dit dans le titre. C'était né cette association de tout ce fatras là de mauvaises informations, de manipulation médiatique qui contribue à dire que tout simplement la police fait pas son travail, la police bien évidemment est violente, et ça c'était né au moment de l'épisode Naël, c'est ça. Voilà. Le droit tire son existence de l'impérieuse nécessité de protéger les individus et donc la société. Bon, il semble qu'aujourd'hui ce soit plus forcément le cas. Si je devais reprendre la formule de Camus qui disait que tout homme est un criminel qui s'ignore, on pourrait presque penser que c'est dans l'ordre des choses. Mais je pense que c'est quand même un petit peu plus simple, un peu plus compliqué que ça. Donc j'avais une première question à poser à Monsieur Signolet. Comment avez-vous vu évoluer notre société et notamment son rapport par rapport au droit ? Est-ce que vous pensez que la société aujourd'hui est plus permissive et est-ce que notre droit s'est affaibli ? Plus permissif, c'est évident, hein. D'ailleurs, j'ai préparé un petit texte pour expliquer tout ça. Si vous le permettez, je vais essayer d'être le plus bref possible, mais tout du moins pour faire la généalogie des choses. Hein. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là et non plus dépasser le seuil du constat que l'on fait tous les jours. Hein. Il suffit d'allumer son poste de télévision pour faire le constat qu'on vit une période difficile. Le problème, c'est qu'on occulte les raisons, la généalogie profonde. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? Comment expliquer cette situation ? Alors, si vous permettez, j'ai préparé un petit texte. Alors, brièvement, je rappelle également mon parcours. Hein. J'ai été 40 ans dans la police, 20 ans comme inspecteur de police et 20 ans comme commissaire de police. Presque exclusivement en police judiciaire, à la brigade criminelle, aux stupéfiants, au vol d'objets d'art, à l'antiterrorisme, etc. Mais j'ai également été patron du 19e arrondissement de Paris, d'une charmante commune comme Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Sevran. Vous voyez, j'ai donc un parcours très, très varié et très éclectique. Alors, émeutes, trafic de stupéfiants, cité perdue de la République, violence, délinquance, insécurité, bande rivale, règlement de compte, assassinat, trafic d'armes, viol, meurtre, manœuvres mafieuses préfigurant l'émergence d'un narco-État, évasion et assassinat de personnel pénitentiaire. La litanie des dérives comportementales ne relève plus désormais de la rubrique des faits divers, mais révèle une constante sociétale, une caractéristique incontournable d'un vivre ensemble que l'on espérait heureux et qui vire au cauchemar. Un aveuglement doctrinaire, occultant de façon systémique le simple bon sens, a fomenté la peste insécuritaire qui nous dévaste aujourd'hui, niant le réel pour privilégier la volatilité des certitudes utopistes. Les forces de l'ordre sont au cœur de la rhétorique insécuritaire. Elles en paient le prix fort. Mais se limiter à l'évocation des faits, sans en chercher la généalogie, serait plus que réducteur. Il s'agirait d'un non-sens analytique qui occulterait une fois encore la réalité, sa profondeur existentielle, son énoncé civilisationnel. Le monde intellectuel, dans ses projections journalistiques, syndicales et bien souvent malheureusement politiques, se complaît dans ce survol de l'écume pour mieux dissimuler son incapacité ou son refus d'en appréhender le tréfonds. Comment sommes-nous passés de l'état de droit avec un E majuscule et un D majuscule à l'état des droits avec un E minuscule et un D minuscule ? L'état de droit signifiait dans son esprit et sa lettre une articulation codée, garantissant la stricte égalité de tous devant ce qui ne pouvait plus être considéré comme arbitraire, à savoir la rigueur de la loi et la légitimité de la force de ses délégataires. La nation sublimait ainsi la sécurité qu'elle garantissait par une soumission à son ordonnancement. Cette colonne vertébrale normative allait, par élargissement sociétal, définir des curseurs d'appréciation de la normalité, c'est-à-dire de ce qui augure l'équilibre des relations interpersonnelles, la bienséance comportementale convenue, l'échelle graduée
du tolérable et de l'intolérable. Par conformité d'élégance immatérielle, l'honnêteté, la respectabilité, l'image que l'on donne de soi allait se définir selon des critères d'appréciation stricts et raisonnablement évolutifs. Ce que par euphémisme sémantique les turiféraires de la pensée unique d'aujourd'hui nomment le vivre ensemble prenait tout son sens par une quête constante de normalisation salvatrice de la communauté. Porté par le courant surréaliste d'André Breton, l'individualisme, par son essence conceptuelle de libération, se devait de se détacher de tout ce qui pouvait être considéré comme une aliénation, une entrave à l'épanouissement personnel. Dans le prolongement de ce courant philosophique, l'existentialisme, initié par Kierkegaard, mais popularisé par Jean-Paul Sartre, allait définir chaque personne comme un chemin absolu de soi. L'homme étant liberté, il n'existe pas d'essence objective. Il n'existe alors ni morale, ni même de vérité absolue. Sublimé par le monde du spectacle, de la littérature et plus largement du monde médiatique aujourd'hui omniprésent, le culte des atypismes, des tropismes, des particularismes, voire des extravagances ou des étrangetés, allait devenir le référentiel. Les minorités de tous ordres allaient dicter leurs exigences revendicatives à la majorité. Toute loi, règlement, voire us et coutumes, bienséance, normalité conventionnelle devront désormais être interprétées à l'aune de son appréciation personnelle. Le paroxysme de cette idéologie allait induire la mise au ban de la discipline d'assimilation qui avait jusqu'alors imposé la dilution des populations adjuvantes. On allait substituer un espace et une population à un territoire et un peuple enraciné dans son identité. L'intuitif mêlé au pulsionnel expérimental, revendiqué progressiste pour lui donner toute sa pertinence et en interdire ainsi la critique, a occulté toute construction historique et son cheminement raisonnable. Par ruissellement idéologique, l'appréhension judiciaire allait connaître un bouleversement sans précédent. D'une justice de l'acte, considérant exclusivement l'action délinquante, la prise en compte revendicative de la victime, l'exemplarité de la peine et la neutralisation des prédateurs comme régulateur social, on allait glisser vers une justice de l'auteur, justifiant l'extrême individualisation de la sanction par la prise en compte de son passé, ses actes n'étant considérés que comme des symptômes. L'exemple édifiant de cette dérive sont les propres mots de notre actuel ministre de la Justice, qui, alors qu'il était encore avocat, dénonçait, je cite, « la morgue des juges, l'absence d'équidistance entre la victime et l'auteur, l'émotion emportant tout ». Ses prédécesseurs, Guigou, Perben, Dati, Deloubet, issus de tendances politiques différentes, sans la même tonitruance verbale, relevaient néanmoins de la même idéologie. En 25 ans à peine, le basculement allait être total. Ce revirement de l'appréhension judiciaire, niant les désespérances victimaires et les principes d'exemplarité sociétale de la sanction, allait conduire à une incompréhension globale des gens ordinaires, méprisés par une caste élitiste, s'auto-reproduisant et verrouillant ses privilèges décisionnels. Le monde politique, pourtant garant par délégation de la conception du lointain, par conception opportuniste irréfléchie, a précipité cette dérive en délaissant les gens ordinaires, socle intangible de la transmission générationnelle, au profit de la compréhension bienveillante de l'extravagance, y compris dans ses composantes délinquantes. Le meilleur exemple de cette dérive est l'abolition de la peine de mort. Il n'est nullement pour moi question de la remettre en cause, mais d'en analyser le cheminement rhétorique. Le garde des Sceaux de l'époque, par une éloquence dramaturgique, une emphase oratoire pathétique, est arrivé par effet papillon, non pas à la fin de la peine de mort, mais à la mort de la peine. Depuis lors, sublimant la pensée rousseauiste théorisée par Marc Ancel dans la défense sociale nouvelle, la notion même d'expiation de la faute, quelle qu'elle soit, du plus petit voleur à la tire à l'agresseur de personnes âgées, apparaît comme insurmontable, inhumaine. Le débat sur la réclusion à perpétuité trouve aujourd'hui en écho la même résonance.
Pour l'anecdote, relatons cette interprétation d'un psychiatre qui, découvrant gisant au sol la victime d'une violente agression, déclarait « Celui qui a fait ça a vraiment besoin d'aide ». Cette simple évocation caractérise la réalité de l'abyssal retournement de valeurs de cette époque surréaliste. La dérive sémantique de la notion d'état de droit prend ainsi tout son sens. Mais les adaptations sociétales n'expliquent pas exclusivement les aménagements législatifs de ces 40 dernières années. Et si le politique s'est laissé aller à des évolutions par mimétisme culturel, il en a été très souvent l'instigateur, pour des raisons beaucoup plus pragmatiques qu'il n'y paraît. La transparence de la vie publique, très marginale par le passé, est devenue aujourd'hui patente. Les médias, bien sûr, en sont à l'origine, mais aussi de façon plus élaborée, plus intrusive, le monde judiciaire. Il était dès lors plus aisé d'entraver l'action de la justice que celle des médias. Toutes les réformes concernant la magistrature, tant dans son organisation que dans l'articulation de la procédure, allaient être mises en œuvre pour en freiner les investigations. La délinquance en col blanc, les collusions du monde politique et de la finance, les dérives de gestion des partis, ne cessant d'apparaître au grand jour, ont jeté un discrédit notable sur la classe politique, le monde de la finance, les détenteurs de pouvoir, qu'ils soient économiques ou politiques. Cette perspective, apparaissant intolérable à ceux à qui elle était destinée, sera soumise à une avalanche de réformes pour en allier la pertinence. Code pénal et code de procédure pénale allaient connaître au fil des 4 dernières décennies une débauche de mesures surréalistes pour transformer en pitrerie toute la chaîne judiciaire. Du gardien de la paix, premier intervenant, au président de la cour d'assises, le vice réformateur consistant à transformer le code de procédure pénale en profondeur pour qu'il rende impossible l'application du code pénal. De la garde à vue, premier stade de la procédure, à la mise en cause judiciaire, ces risques se devaient d'être contournés, susciter la contradiction par des artifices procéduraux cherchant non pas à éclairer la justice, mais à l'égarer. Là encore, la sémantique jouerait un rôle important. Plus d'inculpation, mais des mises en examen, des témoins assistés, des présomptions d'innocence, manipulées à l'extrême, surtout médiatiquement, des présences d'avocats dès la première heure de garde à vue, jusqu'aux perquisitions désormais, la multiplication de l'évocation des vices de procédure, les voies de recours démultipliées, l'instauration d'un juge des libertés et de la détention pour séquencer, donc prolonger le contradictoire, l'instauration d'un juge d'application des peines pour moduler et atténuer les décisions de justice, le droit au mensonge. La conjonction des velléités absolutoires des deux élites, politiques et intellectuelles, voire du spectacle, dans une même collusion d'intérêts au regard de leur perméabilité notoire, a façonné le système répressif à leur avantage, transformant l'état de droit en état des droits, en le faisant apparaître par duplicité comme une avancée sociétale majeure. Et le pire, c'est que nombre de politiques aujourd'hui, face au tsunami de la délinquance, accusent la justice d'appliquer par idéologie une trop grande tolérance, de ne pas être assez répressive, alors que seul le législateur, donc le monde politique, dans un très large spectre de connivence de partis, est entièrement responsable de la situation. Résultat, par ruissellement et démocratisation de l'appréhension procédurale et pénale nouvelle, la délinquance sous toutes ses formes a explosé, passant de 700 000 crimes et délits à la fin des années 70, dont 200 000 chèques sans provision non incriminés aujourd'hui, à 5 millions d'actes de délinquance selon les statistiques officielles. Les enquêtes de victimation parlent, elles, de près de 10 millions de faits. Car toutes ces dispositions procédurales et pénales mises en place pour préserver une nomenclatura et satisfaire les idéologies disruptives allaient bien sûr bénéficier à l'ensemble du monde délinquant, qui sans frein allait proliférer, se multiplier, essaimer, passant de marginal à données sociologiques pandémiques, et enfin à composante essentielle de normalisation dans certains territoires, cumulant
les sociopathies endogènes. Cette dérive systémique allait mettre définitivement un terme à la trame judiciaire qui jusqu'alors avait permis de contenir l'arbitraire délinquant et de préserver la seule vraie paix sociale, celle de la sécurité des personnes et des biens. En rappelant ce que Joseph de Maistre, lorsqu'il qualifiait la justice, le glaive de la justice n'a pas de fourreau, toujours il doit menacer et frapper, on peut mesurer le chemin parcouru. Car la France vit un tsunami insécuritaire sans précédent, d'une ampleur que plus personne ne peut dissimuler. Les tentatives désespérées de manipulation des incivilités évoquées au milieu des années 90, ou sentiments d'insécurité scandés jusqu'aux plus hautes sphères de l'État aujourd'hui, ne suffisent plus à masquer la réalité. La délinquance d'appropriation sous toutes ses formes est devenue endémique. Le trafic de stupéfiants et ses corollaires de violence et d'espaces publics sinistrés révèlent non pas une économie souterraine, mais une économie bien réelle. Le règlement des conflits interpersonnels, modulé au fil des siècles par un enrichissement oratoire notable, redécouvre les vertus musculaires, au mieux du pigilat, au pire de l'arme blanche. La pornographie des esprits, en libérant les pulsions, a rendu risquée la moindre sortie féminine, annihilant des lustres et des lustres d'harmonisation des relations intimes qui, de l'amour courtois à la cure du tendre, avaient codifié la démarche amoureuse. La réification de l'autre oblige les personnes vulnérables, au regard de leur âge ou de leur fragilité, à se terrer ou à subir. Les rodéos urbains sont sublimés par le 7e art, comme l'expression, je cite, du cri de ceux que l'on n'écoute jamais. Les refus d'obtempérer deviennent une règle de circulation qu'il faudra intégrer au code de la route. Le terrorisme, enfin, donne sa dimension paroxystique à la situation. Les dérisoires pancartes, plus jamais ça, brandies lors des manifestations de compassion exorciste, révélant le pathétisme de notre vulnérabilité. Depuis des décennies, à cause des idéologies et des manipulations d'exemption qui ont formaté à leur avantage l'architecture répressive, l'aveuglement est de règle. Toujours dans une même orchestration sémantique de dérivation pour nier le réel, on ne va pas prendre la température du malade pour en apprécier la fièvre, mais au contraire, ausculter le médecin en charge du protocole thérapeutique, un peu comme si on accusait un laboratoire d'avoir produit des analyses sanguines alarmantes. De la police tue d'un candidat malheureux à la présidentielle à quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé d'un président de la République en exercice, il est aisé de mesurer le niveau d'appréciation irresponsable de l'un et de l'autre, ce qui est déconcertant. Nous sommes loin, très loin de Georges Clemenceau, qui, cumulant les fonctions de président du Conseil et de ministre de l'Intérieur, déclarait « Le seul devoir d'un gouvernement est de faire en sorte que les honnêtes gens soient en paix, que les autres ne le soient pas. » Un déluge rhétorique a fini à faire considérer toute action policière, même la plus anodine, comme une violence policière, enfermant l'ensemble des forces de l'ordre dans une suspicion systématique d'illégitimité. La police est submergée par le fait, paupérisée, sans moyens, non pas matériels, ce qui relève d'une revendication à très court terme et qui, lorsqu'il y souscrit, exonère le politique de ses responsabilités véritables, mais d'architecture d'autorité. Pour tenter de reconquérir le terrain perdu, une débauche d'apparat d'autorité, mais sans aucune autorité véritable, a été programmée, comme par exemple ces opérations Place Net XXL. On a multiplié les forces d'intervention en les dotant de matériel péremptoire. On a transformé les gardiens de la paix dans leur apparence, mais sans leur redonner la simple autorité statutaire que leur fonction devrait leur conférer. Des jets de pierre, de fusées, de cocktails Molotov, réponses de tirs de LBD, de flashballs, de grenades, de désencerclement, sans qu'aucune suite pénale ne puisse être adaptée, tant les situations sont incontrôlables. Le cycle est infernal. Les récents événements au Stade de France, les émeutes suite au décès du jeune Naël à Nanterre, les violences commises lors du mouvement contre les bassines en Poitou,
mais plus globalement, toutes les violences quotidiennes à l'égard des forces de l'ordre en sont l'éclatante démonstration. Sans architecture d'autorité procédurale réinstaurée, sans un socle répressif redéfini, basé sur la réhabilitation de la sanction systématique, lourde et dissuasive pour empêcher la récidive, les gesticulations dans lesquelles on entraîne les forces de l'ordre entretiendront le marasme. Si l'on y regarde de plus près, les récentes évolutions, comme la disparition programmée de la police judiciaire par son absorption au sein de la sécurité publique, la prolifération des polices municipales et des sociétés de sécurité de tous ordres, annoncent un désengagement clair de l'État dans ses fonctions régaliennes de sécurité. En atomisant les responsabilités, en rendant floues les sphères décisionnelles, en privilégiant à l'extrême les mises en cause individuelles des forces de l'ordre sans jamais impliquer les lignes hiérarchiques jusqu'au plus haut sommet de l'État, l'irresponsabilité politique se construit, l'insécurité, elle, s'enracine. Mais c'est bien au-delà des apparences qu'il faut chercher les vraies causes de ces évolutions. La déchéance programmée, par paliers successifs, de la sécurité des personnes et par consubstantialité, celle de l'entité nationale, au nom tout à la fois de la préservation d'une caste et d'un universalisme marchand, est aujourd'hui éclatante. L'élite politique, liée à l'élite intellectuelle, dans une même dérive surréaliste, désarme l'investigation et privilégie la force pour imposer une alternative globalisante, mondialiste, marchande, transformant l'individu en un consommateur indistinct et servile. La prolifération d'unités d'ordre, dotées de plus en plus de matériel péremptoire, ne fait que confirmer cette dérive, le peuple n'étant plus considéré dans sa préservation éthique, mais dans sa considération mercantile au gré des aléas économiques. Le transhumanisme est désormais la nouvelle doctrine, car il résulte de la convergence des cheminements. Il en deviendra la conclusion. Il supplantera tous les dogmes précédents qui, même s'ils présentaient une volatilité circonstancielle, mettaient cependant l'homme au cœur de leur dialectique. Au fil des décennies, une redoutable oligarchie s'est instaurée, surfant sur les façades démocratiques comme la représentation lective, manipulant le subliminal idéologique par tous les biais aujourd'hui omniprésents de la communication. Une élite politico-intellectuelle a substitué au bon sens réaliste, enraciné, patrimonial, la dictature pulsionnelle individualiste dans un univers sans limite dont l'agenda idéologique se calque au gré des avancées expérimentales. La sécurité, qui était le critère évolutif essentiel de l'homme depuis des temps immémoriaux, va disparaître au seul profit d'une nomenclatura préservée dans ses dérives comportementales et nourrie d'un asservissement consumériste des masses. La distanciation des deux mondes est aujourd'hui établie. L'arsenal judiciaire s'est transformé radicalement, niant les curseurs de normalité de coexistence au profit des extravagances pulsionnelles ou intuitives d'une minorité, bannissant l'immense majorité des gens ordinaires de son aspiration à la paix. En les réduisant par abêtissement au rôle de serviteurs des élites, par les dérives inclusives, la transformation de l'enseignement en un simple inventaire normatif d'endoctrinement, les gens ordinaires se retrouvent parqués dans des enclos de survivance précaires sans aucun espoir de s'en échapper. Mieux, pour circonscrire toute velléité d'affranchissement de ces douves ségrégationnistes, l'arsenal sécuritaire à la préservation de l'élite se caractérise par la prolifération des forces répressives, des mises sous surveillance vidéo, bientôt jusque dans la reconnaissance faciale, une robotisation des relations interpersonnelles via le télétravail, l'asservissement technologique préfigurant l'asservissement généralisé. La jacquerie des Gilets jaunes s'est révélée la plus emblématique du désespoir de lucidité de ces gens ordinaires, leur conférant, à qui sait le percevoir, les attributs de la noblesse de cœur, celle des gens
qui ne sont rien et qui pourtant représentent ce qu'il y a de meilleur. Réprimés, battus, éborgnés, ils ont été renvoyés dans leur village et leur sous-préfecture en leur rappelant qu'ils devaient y rester. L'épisode du Covid, au-delà de toute considération pandémique qui pourrait, on le conçoit, justifier des mesures prophylactiques appropriées, n'en a pas moins été une formidable grande manœuvre, un exercice grandeur nature de ce qui pourrait être un jour un quotidien. De façon quasi planétaire, plusieurs milliards de personnes se sont retrouvées interdites de circuler, mais également fichées, devant exhiber à toute réquisition un pass numérique pouvant tracer toute présence ou tout déplacement. Aucune œuvre de science-fiction, qu'elle soit littéraire ou cinématographique, n'avait pu imaginer un tel scénario, hormis peut-être Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Le mensonge est ainsi institutionnalisé, s'apparentant à ce que Machiavel nommait la pensée du palais, totalement déconnectée de celle des gens ordinaires. Il ne nous reste qu'un seul espoir, que le peuple redevienne ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, un peuple providentiel.